First, I want to apologize to the exclusively English-speaking participants to the of this conference, but I don't think that there are many because I will speak French. But in fact, I will begin neither in French or in English, but in Latin, but I will skip to French after. Verum est actus bonum intellectus, studiositas propriae dictum circa cognitionel. Donc la vérité, c'est l'acte bon de l'intellect, c'est même la bonté de l'intellect. Et la studiosité se dit de façon appropriée de la connaissance. Finalement, tout est dans ces deux formules latines que j'ai utilisées. La première formule, celle selon laquelle la vérité est l'acte bon de l'intellect, suppose que la croyance rationnelle, qui est l'activité de l'intellect, doit être indépendante de ses conséquences pratiques. Donc la formule dit que la finalité appropriée de l'intellect, comme faculté de connaître et de comprendre, c'est la vérité et non pas la satisfaction d'un intérêt pratique. Donc l'intellect, l'acte bon de l'intellect, ce n'est pas l'acte bon de la volonté. C'est pourquoi le désir de croire quelque chose, même si la motivation est morale et qu'on entrevoit des conséquences bénéfiques de ce que l'on croit, n'est jamais une raison de croire, ou ne devrait jamais être une raison de croire. Donc le seul bien de l'activité intellectuelle, selon cette formule, c'est la vérité, qui est comprise comme l'adéquation entre la pensée et la réalité, et non pas entre le désir et la réalité. Et ce qui fait la différence, c'est que le bien de l'intellect suppose que l'intellect s'ajuste au monde, à la réalité, et non l'inverse, quand par notre action et notre désir, qui est derrière l'action, nous ajustons la réalité au désir. Par exemple, quand nous mangeons ou quand nous repeignons un mur de la couleur qui nous plaît. Ce qui conduit à distinguer fermement deux sortes de biens. Le bien, c'est ce qui doit être recherché parce que ça possède une valeur. Deux sortes de biens, des biens théoriques et des biens pratiques. Donc les biens théoriques sont les biens de l'intellect. C'est la vérité, on l'a déjà dit, mais c'est la connaissance, la rationalité, la compréhension. Et les biens pratiques sont les biens de la volonté, c'est la moralité, la bonté, la justice, la vertu. Et cela nous fait une différence ou une distinction forte entre la philosophie de la connaissance et de la croyance, ou l'épistémologie d'un côté, et puis la philosophie morale ou la philosophie sociale de l'autre. Si on accepte cette distinction, une attitude épistémologique s'ensuit qu'on peut appeler le purisme, qui est souvent appelé le purisme épistémologique. Le purisme épistémologique, cela consiste à considérer qu'une croyance justifiée ou une connaissance ne dépend d'aucun facteur non épistémique. À mon sens, le purisme intellectuel est l'équivalent épistémologique du purisme moral tel qu'on le trouve chez Kant
dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Très simplement, pour Kant, la raison pratique ne doit recourir à aucun critère qui lui serait extérieur, parce que cela transformerait l'impératif catégorique, en quoi consiste la loi morale, en impératif hypothétique. Et il est de l'essence de la raison pratique de n'être soumise à rien d'autre qu'à elle-même. C'est ça qui lui assure son universalité, même son universalisme, son objectivité morale et son indifférence aux circonstances. Par analogie, le puriste intellectuel rejette ce qu'on peut appeler l'empiètement pragmatique. C'est pas beau en anglais, pragmatic encroachment, c'est guère mieux en français, l'empiètement pragmatique, bon, on va le conserver. Et affirme, donc qu'est-ce qu'il dit? Il affirme que ce qui définit la connaissance et ce qui caractérise la justification épistémique, ce sont des critères qui sont purement épistémiques et non pratiques. Et c'est ce qui assure à cette justification, pense le puriste, à cette justification des croyances et à la prétention à la connaissance, son universalité, par opposition à la relativité de la justification et de la connaissance lorsque cette justification est sociale, et puis ça lui assure aussi son objectivité. Et cela suppose, selon le puriste intellectuel, une certaine indifférence, et même une indifférence certaine aux circonstances. Alors, je ne prétends pas du tout que parler de l'empiètement pragmatique autrement que sous cette formulation-là. Cette formulation qui ne convient peut-être pas pour caractériser tous ceux qui sont des empiéteurs pragmatiques. Parce que je crois que certains, effectivement, ne se reconnaîtraient pas dans cette formulation. Mais il y a toute une scolastique de l'empiètement pragmatique dans laquelle je ne vais pas rentrer et qui, je pense d'ailleurs, excède mes capacités tant c'est devenu compliqué, alambiqué, sophistiqué. Bien, alors, on peut quand même dire que l'empiéteur pragmatique tel que je le présente là affirme que la justification épistémique et même la connaissance dépend de facteurs pratiques, en particulier les conséquences pratiques des croyances sont, pour l'empiéteur pragmatique, des facteurs déterminants de la valeur épistémique des croyances. Et si c'est vrai, alors épistémologie et philosophie pratique, voire sociale, ne peuvent pas être complètement séparées. Et même la vie intellectuelle et la vie pratique ne sont pas deux domaines distincts, si c'est vrai. Et plus généralement, c'est la distinction ferme entre théorie et pratique, entre connaissance et action, qui est mise en question. Alors, même sans rentrer dans les détails, il y a deux versions de cette thèse, celle qui s'appelle aujourd'hui empiètement pragmatique, et qui examine surtout des exemples un peu ad hoc, fabriqués, je ne veux pas dire mauvais, mais comme l'a fait ce matin Jacques, pour montrer comment les conséquences pratiques des croyances constituent ou pourraient constituer un facteur déterminant de leur valeur épistémique, de leur valeur cognitive. Et tout à l'heure, je vais examiner un exemple de cette sorte que Jacques aurait pu examiner parce qu'il est du même ordre que celui qu'il a examiné. Mais on peut penser aussi que cette thèse de l'empiètement pragmatique a été défendue finalement de
de diverses façons. Autrefois, il y a encore quelques années, quand on faisait en histoire des sciences, on parlait pas mal de Paul Feyerabend. Et Feyerabend, finalement, c'est un empiéteur pragmatique pur et dur, quoi. Hein. Le contre la méthode, qu'est-ce que ça raconte de Feyerabend? Ça raconte comment, finalement, des facteurs pratiques et pragmatiques ont joué un rôle considérable dans la naissance de la science moderne à travers Galilée. Donc, si vous voulez, c'est une thèse très générale, même si elle prend une forme très technique dans l'épistémologie analytique aujourd'hui. Alors, prenons un exemple qui va nous servir. C'est un exemple qui n'est pas du tout de mon cru, c'est au contraire un exemple qui est dans la littérature. Jeanne invite Marc à dîner et elle fait son plat qu'elle réussit particulièrement bien. Jeanne ne le sait pas, mais Marc est fortement allergique à l'arachide, aux cacahuètes. Jeanne sait, ou au moins elle croit savoir, qu'elle n'a pas mis de cacahuètes, d'arachide dans son plat. Mais le problème est tout à fait crucial parce que Jeanne sache ou non qu'il n'y a pas d'arachide dans son plat dépend, dans une grande mesure, de ce qu'il va se passer quand Marc va le manger, c'est-à-dire des conséquences pratiques du repas, en quelque sorte. Alors, évidemment, il faut faire la différence entre le plat contient de l'arachide et Jeanne sait que le plat contient de l'arachide, mais l'idée, c'est que dans certaines circonstances, il suffit de savoir n'avoir pas mis d'arachide dans le plat pour savoir qu'il n'y en a pas, mais dans d'autres circonstances, cela ne suffit pas. Car les ingrédients, par exemple les ingrédients utilisés par Jeanne pour faire le plat, pourraient en contenir. Donc, ce qu'il se passe quand Marc mange le plat est décisif quant au statut épistémique de ce que pense Jeanne. C'est-à-dire pour savoir, par exemple, si Jeanne a une simple croyance ou si Jeanne a une connaissance, et pour savoir si la croyance de Jeanne est fiable ou non. On peut donc dire que la justification épistémique de la croyance de Jeanne, qu'il n'y a pas d'arachide, dépend des conséquences pratiques de sa croyance, qu'il n'y en a pas. La justification ne dépend pas seulement d'un examen de la croyance elle-même, selon des critères qui seraient purement épistémiques. La justification est contextuelle. Donc, ce qui semble s'opposer au purisme épistémologique. On pourrait dire que ce qui s'oppose au purisme épistémologique, c'est ce qu'on peut appeler, l'expression a été déjà utilisée ce matin, je crois, mais ce n'est pas sûr que je l'utilise exactement de la même façon, ce qu'on pourrait appeler un conséquentialisme épistémique. Je crois que c'est Paul qui l'avait utilisé. Julien, oui. Conséquentialisme épistémologique, ou épistémique plutôt. Je définis ce isme de cette façon. Les raisons pratiques sont des facteurs épistémiques déterminants parce qu'on détermine la valeur épistémique d'une croyance en fonction de ses conséquences bénéfiques ou non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croyance intrinsèquement justifiée
et qu'il n'y a pas d'état intrinsèque de connaissance. Et justement, ça devient particulièrement clair quand l'enjeu, pour reprendre la question examinée par Jacques ce matin, ça devient particulièrement clair quand l'enjeu de la croyance est très élevé du fait de ses conséquences pratiques. Comme dans l'exemple où quelqu'un meurt parce qu'une personne a cru que le plat ne contenait pas d'arachide. Alors, qu'est-ce que ce serait qu'un état intrinsèque qu'est-ce que ce serait qu'une croyance intrinsèquement justifiée ou qu'un état intrinsèque de connaissance? Je crois qu'on est dans ce cas-là, tout simplement, dans l'idée claire et distincte chez Descartes. C'est intrinsèque. C'est l'idée elle-même qui dit qu'on sait. Et c'est le cas aussi chez les philosophes analytiques belges de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, ça existe, chez Désiré Mercier, qui définit le critérium de vérité dans sa critériologie comme un état interne, objectif et immédiat. Donc là, il y a quelque chose qui est interne, objectif et immédiat dans la connaissance, selon eux. Donc le conséquentialiste, il refuse cela, finalement. Il dit non, ça ne peut pas être intrinsèque. Et à mon avis, ce n'est pas exactement la même chose que de l'externalisme, mais bon, c'est pas... ça ne peut pas être intrinsèque parce que ça dépend des conséquences. Alors, le conséquentialisme en général, qui est un terme qu'on emploie surtout aujourd'hui en philosophie morale, contient deux aspects. On dit, quand on est conséquentialiste en morale, on dit que on détermine ce qui est bien et ce qui est mal, et on affirme que certains actes sont obligatoires ou permis en fonction de la possibilité qu'ils promeuvent ce qui est bien ou ce qui est mal. Eh bien, le conséquentialiste épistémologique fait la même chose, c'est-à-dire qu'il a des critères de justification et de connaissance, mais ces critères vont être, ne fonctionnent que je dirais, dans les conséquences de nos croyances et de nos connaissances. Ils sont sensibles à ces conséquences. Alors, attention, ce conséquentialisme, ce n'est pas seulement la thèse que ce que nous savons ou ce que nous croyons joue un rôle déterminant dans nos actes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la thèse que la volonté doit être éclairée par la meilleure connaissance possible. Ça serait simplement, disons, une forme de la vertu de prudence qui nous fait tenir compte des conséquences probables de nos actes grâce à une capacité de compréhension de ce qui va s'en suivre. Le prudent, c'est celui qui voit loin. Donc, et la vertu de prudence, traditionnellement, appartient à la puissance cognitive. La prudence est dans la raison, et elle fait voir plus loin. Ça, je pense qu'un puriste pourrait très très bien l'accepter. Et même, je crois qu'il doit l'accepter, le puriste, parce que cela le conduit à reconnaître la valeur de la connaissance comme telle, la valeur pratique de la connaissance pour elle-même et indépendamment de la pratique. Parce que finalement, l'anticipation intellectuelle des conséquences, là, n'implique pas une détermination par les conséquences, mais implique une sorte de vision de ce qui va se passer.
Ce que rejette le puriste et ce qu'accepte le conséquentialiste, c'est que les conditions dans lesquelles les croyances ou les connaissances se forment déterminent leur valeur épistémique. En fait, selon le puriste, il y a une confusion. Le conséquentialiste fait une confusion. Il fait une confusion, pour reprendre une distinction qui est faite par Duncan Pritchard, entre epistemic value et ce qu'il appelle the value of epistemic. Il confond la valeur épistémique d'une croyance, qui est purement épistémologique, et la valeur pratique de ce qui est épistémique. Il passe de l'un à l'autre, ou il ne fait pas bien la différence. Donc si l'on accepte le purisme intellectuel et qu'on rejette le conséquentialisme, je crois que si on fait cela, ce serait justement pour éviter cette confusion. On dirait, voilà, le conséquentialiste, même quand son conséquentialisme, sous le nom d'empiètement pragmatique, semble très technique et très éloigné de questions philosophiques concernant le rapport entre théorie et pratique, si on regarde bien, c'est à ça que ça revient, à confondre théorie et pratique. Et il y a une tradition vénérable chez les philosophes pour insister sur l'importance de cette distinction. La tradition vénérable, c'est qui? C'est Platon, Descartes, Kant, Russell, Pascal Engel. Ils sont tous d'accord, ou Kevin Mulligan, ils sont tous d'accord pour dire ne confondons pas théorie et pratique. Soyons conscients de ce que le conséquentialisme épistémologique ou des formes un peu fortes d'empiètement pragmatique nous conduit vers ce type de thèse, même quand ça n'apparaît pas, parce que c'est dans des articles qui sont très techniques. Si on y regarde de près, finalement, ça revient à ça. Donc on pourrait être tenté de dire, oui, bah, suivons les conseils de tous ces gens, surtout de Pascal Engel, soyons des puristes intellectuels. Seulement, on peut se demander si, avec cette position, on en est quitte, je dirais, d'un problème tout à fait classique, que j'ai déjà évoqué, celui de la relation entre l'intellect et la volonté. Alors, c'est un problème qui se pose, bien sûr, quand nous nous demandons comment le premier, l'intellect, peut déterminer la seconde, la volonté. C'est le problème classique, vidéo meliora, provoque deteriora sequor. C'est le problème classique, voilà, on sait ce qui a même été évoqué un peu ce matin, on sait ce qu'il faudrait faire, on ne le fait pas. Et c'est tout le problème de l'intellectualisme moral. Mais il y a un problème converse. Dans notre vie intellectuelle, il semble bien qu'il y ait des motivations qui sont déterminantes. Enfin, la motivation qui fait qu'il fait beau et on vient ici m'écouter, vous voyez, c'est une motivation pour apprendre peut-être quelque chose. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du désir. Et donc le purisme intellectuel doit bien devoir s'en accommoder. Donc, que nous ne fassions pas des conséquences pratiques de ce que nous croyons des facteurs épistémiques déterminants, que nous refusions la confusion entre évaluation épistémique et valeur pratique de la croyance ou de l'épistémique, c'est une chose. Mais que nous disions qu'aucun désir n'entre en ligne de compte dans notre vie intellectuelle quand elle est pure, c'est autre chose. Et ça paraît moins facilement défendable.
Le puriste dit que nous ne devons croire que ce qui est vrai et faire de la vérité et des critères de vérité nos seules normes épistémiques. Ok, mais cela, ça suppose un désir de vérité. Il faut en quelque sorte que nous ayons le désir qu'aucun autre désir que celui de vérité ne soit un facteur déterminant. Autrement dit, si le puriste intellectuel prétend isoler le monde de l'esprit de toute motivation, je dirais à la façon dont l'impératif catégorique kantien est pensé dans le domaine moral, on peut se demander si c'est seulement raisonnable. Est-ce que ce n'est pas une conception beaucoup trop formelle en épistémologie, qui correspond à un formalisme en éthique, comme celui qui faisait le reproche de formalisme, c'est Max Scheler à Kant. Bon, on trouverait l'équivalent, on dirait voilà, c'est complètement formel. Donc le problème est peut-être moins d'isoler la vie intellectuelle de toute motivation que de savoir quelles sont les bonnes motivations, quelles sont celles qui ne viennent pas corrompre la vie intellectuelle. Quelle est la source de ces motivations et comment elles doivent agir sur l'intellect. Donc le puriste a raison d'insister sur la différence entre les normes de la connaissance et les conditions, par exemple, psychologiques de la connaissance, mais insister sur la différence ne peut aller jusqu'à soutenir que ces normes n'entretiennent aucune relation avec la motivation et avec le désir. C'est-à-dire avec quelque chose qui, par certains aspects, apparaît pratique. Donc il faut que nous voulions faire du bien théorique, c'est-à-dire de la justification des croyances et de leur vérité, le seul bien de notre vie intellectuelle. Ce qui suppose que nous soyons mus par un pur appétit rationnel. Finalement, ce que le puriste conteste, c'est que nous fassions de raisons prudentielles des raisons épistémiques. C'est pour ça qu'on peut le comparer, je crois, au purisme moral de Kant. Mais la prudence, qui est une vertu charnière entre les vertus intellectuelles et les vertus morales dans la typologie de saint Thomas, la prudence n'est pas la vertu qui ordonne notre désir intellectuel. Pour saint Thomas, la vertu qui ordonne notre désir intellectuel, c'est la tempérance. Alors, saint Thomas d'Aquin, hein, c'est celui-là, reprend constamment la formule célèbre d'Aristote au début de la métaphysique, tous les hommes par nature désirent la connaissance. Et il dit, la tempérance écarte ce qui allèche l'esprit à l'encontre de la raison. C'est dans la Somme théologique, la deuxième partie de la deuxième partie, la question 141, l'article 2. Alors, bien sûr, au sujet de la tempérance, on pense surtout à la modération de ce que saint Thomas appelle notre, je cite, enfin en français au moins, notre nature bestiale. Et il dit explicitement que ce sont les plaisirs de la nourriture et de la boisson et les plaisirs sexuels qui sont proprement l'objet de la tempérance. Et quand il discute de la tempérance, il est surtout question, c'est vrai, de pudeur, d'honneur, d'abstinence, de jeûne. Et du côté des vices qui s'opposent à la tempérance, qu'on trouve, c'est l'ivrognerie, la gourmandise, la fornication, la luxure, donc tas de choses qui ne nous concernent pas. Mais il est aussi question, du côté
des vertus qui sont qui découlent de la vertu de tempérance, qui est une sorte de vertu générique, et il y a des vertus spécifiques. Donc du côté des vertus qui relèvent de la tempérance, il y a la studiosité, studiositas, qui s'oppose, le vice qui s'oppose à la studiosité, c'est la curiosité. Très très classique chez les philosophes antiques, bien sûr, et en particulier chez les philosophes médiévaux. Alors, si le désir de connaissance doit être ordonné, et je dirais si la vie intellectuelle doit être ordonnée, pour Thomas, c'est par la vertu de studiosité, dont il parle dans la question 166 de la deuxième partie de la Somme théologique. Et il distingue très exactement la connaissance et ses conséquences pratiques. Les conséquences pratiques, c'est ce qu'il décrit comme les choses pour l'exécution desquelles nous avons besoin d'être dirigés par la connaissance. Et il dit explicitement que la studiosité est l'ordonnancement de la connaissance elle-même et non de ses conséquences pratiques. Et il fait une distinction qui est importante entre deux sortes de biens. Un bien qui concerne l'acte même de la connaissance. Et ce bien, dit-il, il appartient aux vertus intellectuelles. Donc pas des vertus morales, aux vertus intellectuelles. C'est tout ce qui nous permet de juger vrai au sens de juger correctement. Donc d'avoir une vie intellectuelle bien ordonnée au sens où on raisonne correctement, on est attentif, on a l'esprit ouvert, voilà, des vertus qui sont à l'œuvre dans une réflexion bien menée, dans une vie intellectuelle sérieuse. Donc il y a ces vertus intellectuelles et ce bien-là, c'est le bien de l'acte même de la connaissance. Et puis il dit, il existe aussi un bien du désir même de connaître, c'est-à-dire de la faculté appétitive qui est à l'œuvre dans la connaissance. Et c'est cela qu'il appelle la vertu de studiosité. Et là, c'est une vertu morale. Alors, la question se pose si on peut avoir les vertus intellectuelles sans les vertus morales. C'est une vaste question. Là, il n'en traite pas, mais on peut se poser la question. Donc la studiosité, c'est une vertu morale qui s'applique à notre vie intellectuelle. Ce n'est en rien du tout, une détermination pratique de l'intellect. C'est plutôt une détermination à ne pas dévier des exigences de la connaissance. Et il définit comme ça, c'est assez beau, il dit c'est une ardeur d'intention visant à acquérir la connaissance. Vous voyez, j'insiste sur cette différence, ce n'est pas simplement le sérieux que l'on peut mettre dans l'activité intellectuelle, dans l'exercice des vertus intellectuelles. C'est quelque chose de plus que cela, parce que c'est pour ça que c'est moral, c'est-à-dire c'est la bonté de l'intention qui est dans l'activité intellectuelle. Elle peut manquer, on peut imaginer qu'elle peut manquer même à quelqu'un qui serait, qui serait très très fort dans des déductions ou choses comme ça. Vous voyez, là, il aurait des vertus intellectuelles, mais il n'aurait pas cette bonté-là. Ou il pourrait ne pas l'avoir. Donc une autre façon de le dire, c'est que c'est une question morale que nous soyons dans notre vie intellectuelle ordonnés par des normes épistémiques. C'est ça que ça veut dire. C'est une question morale que nous soyons dans notre vie intellectuelle ordonnés par des normes épistémiques. Donc il faut préférer avoir des croyances justifiées et des connaissances. Et il faut le préférer. Et sans cette préférence, c'est-à-dire sans cette valeur accordée à la connaissance et à la vérité, ou à la justification,
notre vie intellectuelle est désordonnée et elle est moralement corrompue, pour Thomas. Alors, revenons au cas de Jeanne. Le puriste intellectuel dit ce qui détermine que Jeanne sache ou non qu'il y a de l'arachide dans le plat qu'elle sert, c'est simplement la question de savoir si elle dispose d'une évidence suffisante pour croire que la proposition « il n'y a pas d'arachide dans le plat » est vraie. Voilà, le puriste dit il y a juste ça. Il faut qu'on sache si elle a une évidence concernant cette proposition ou cette croyance. Donc finalement, c'est le principe de Clifford. Je vais l'énoncer en français, mais comme je sais que Benoît a retraduit, je suppose que cette traduction est complètement fausse. Il est mauvais partout. Tu as traduit, ça va apparaître bientôt. Donc, il est mauvais partout, toujours et pour quiconque de croire quoi que ce soit sur la base d'une évidence insuffisante. Tu rectifieras. C'est ce critère-là qui joue, le principe de Clifford. Mais j'ajouterai quelque chose, c'est que si on dit que le facteur déterminant est purement épistémique, que c'est l'évidence, je crois que si on interprète à partir de Thomas ce que dit le puriste intellectuel, il faut remarquer que le principe de Clifford est moral au moins autant qu'épistémologique. Parce que le puriste intellectuel, s'il adopte le principe de Clifford, défend une attitude épistémique imperméable aux facteurs pratiques ou aux facteurs prudentiels dans l'activité de connaître. Donc il défend une sorte de une motivation, lui aussi. C'est très net, si vous regardez des gens qui, justement, ont réfléchi sur Clifford, comme quelqu'un comme Roderick Chisholm, par exemple, dans un article de Chisholm qui est intitulé « Fear and the Ethics of Belief », Fear étant un philosophe, et Ethics of Belief renvoie à Clifford, et Chisholm dit Is epistemic justification a subspecies of ethical justification, or is it merely an analogue of ethical justification? Il dit Fifth inclination was to say that it is merely an analogue, and my inclination, c'est Chisholm qui parle, was to say that it is a subspecies. Je crois que on a là l'idée que finalement une certaine forme de purisme intellectuel est une attitude morale et pas simplement épistémologique. Vous retrouvez cette même idée sous une autre forme dans un article récent de Trent Dougherty où il se demande si l'ethics of belief est vraiment de l'éthique, et il dit oui, c'est de l'éthique, c'est tout. Point. Je crois qu'il a raison. Alors, laissons le puriste intellectuel à propos de Jeanne et voyons le conséquentialiste épistémique. Il dit « Ce qui détermine que Jeanne sache ou non qu'il y a de l'arachide dans le plat qu'elle sert, c'est la situation épistémique dans laquelle elle se trouve. » Donc il y a un facteur non épistémique qui rend les notions de justification et de connaissance circonstancielles et relatives. Bon, mon but n'est pas de renvoyer le puriste et l'empiéteur dos à dos, ou le conséquentialiste dos à dos, mais attirer l'attention sur un aspect du problème. Pritchard dit qu'on ne peut pas dériver la valeur de l'épistémique, c'est-à-dire la valeur des conséquences non épistémiques de la connaissance, de la valeur épistémique. Qu'on ne peut pas dériver la valeur épistémique de l'évaluation épistémique, et réciproquement, c'est-à-dire, par exemple, de l'évidence. L'idée, c'est qu'il faut, je reprends, et qu'il faut bien distinguer l'évaluation épistémique et puis la valeur de la croyance, la valeur pratique de la croyance.
Mais il y a un sens de la valeur de l'épistémique ou de la valeur de la croyance qui n'a rien à voir avec ses conséquences pratiques, bénéfiques ou non. La vertu de studiosité, qui est morale, donne à l'évaluation épistémique, c'est-à-dire au fait que nous ayons, une vie intellectuelle ordonnée, une valeur qui n'a rien à voir avec des conséquences pratiques. Et c'est pour ça qu'elle est morale, justement, pour Thomas. Elle consiste à être meilleur, moralement meilleur, parce que parce qu'on est exigeant dans ses évaluations épistémiques, par exemple dans la justification de ses croyances et dans les critères de connaissance. Donc la valeur morale de la justification épistémique et de la connaissance, dans ce cas-là, n'est pas déterminée par sa valeur pratique, elle concerne la réalisation de ce que nous sommes en tant qu'être rationnel. Donc ce qui signifie que la question de la rationalité des croyances et de la connaissance, puisque ce colloque concerne les principes de l'épistémologie, eh bien si on pousse dans ce sens-là, ça veut dire, pour l'épistémologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question de la rationalité des croyances et de la connaissance ne peut être résolue uniquement en termes de normes épistémiques. Elle suppose aussi, cette question, de s'interroger sur le mode d'être de celui qui connaît, c'est-à-dire sur la sorte de personne qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle désire? Alors, vous reconnaissez là un certain nombre de préoccupations des gens qui aujourd'hui font de l'épistémologie des vertus, au moins qui en font d'une certaine façon, qui n'est pas plutôt la façon qui serait plutôt pour ceux qui connaissent tout ça, qui serait plutôt la façon de Zagzebski que la façon de Sosa. Qu'est-ce que dit Thomas d'Aquin là-dessus? Si vous lisez dans la Somme théologique, dans la première partie, l'article 12, la question 8, la solution 4, il dit « Le désir naturel de la créature raisonnable est de savoir toute chose », ça c'est Aristote, dont la connaissance constitue la perfection de l'intellect. Ce sont les genres et les espèces de choses et leurs essences. Donc ça constitue une perfection de l'intellect, et la perfection de l'intellect, c'est la perfection de la personne même qui connaît. Donc notre vie intellectuelle suppose un désir qui doit être ordonné ou mesuré, et la finalité de notre vie intellectuelle, c'est notre perfectionnement parce que Thomas considère comme la partie la meilleure d'une créature raisonnable, c'est-à-dire son intellect. Parce que c'est une partie immatérielle, ça va être difficile de faire accepter ça aujourd'hui, mais parce que c'est une partie immatérielle. Et donc la connaissance, c'est la perfection de l'intellect pour cela. Donc il y a un désir de savoir. S'il y a un désir de savoir, plutôt, alors il faut que la volonté de connaître soit ordonnée à la fin de l'intellect. Et ce qui conduit Thomas à dire, le mode de connaître dépend du mode d'être du connaissant. Donc la vertu de studiosité est le mode d'être grâce auquel est rendue possible, non pas directement la connaissance, évidemment pas, mais est rendu possible le mode de connaître, c'est-à-dire la possibilité de connaître. Donc en termes de Thomas et d'Aristote avant lui, la valeur de la connaissance, c'est
la valeur de l'être humain comme être rationnel, et donc la réalisation de ce qui fait de lui ce qu'il est. Donc ça concerne, on pourrait dire, son télos, sa finalité, ce pourquoi il est fait. Donc je suis conduit à conclure qu'il y a bien une valeur non épistémique, morale, de l'épistémique, mais ce n'est pas une valeur pratique, au sens où cela nous rendrait meilleurs ou pour éviter des malheurs ou des échecs cognitifs. Par morale, j'entends en réalité une valeur qu'on pourrait dire anthropologique, au sens d'une anthropologie qui serait métaphysique, parce qu'elle comprend l'idée d'une nature humaine à réaliser au mieux. Donc si ce que j'ai dit est correct, si vous voulez, l'épistémologie, au moins à un moment, doit se poser cette question-là. Et les principes de l'épistémologie ne peuvent pas être complètement sans aucun rapport avec ce type de questions. L'idée, c'est que la connaissance est une valeur morale. En ce sens, ce n'est pas contingent. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à la connaissance, qui vient simplement comme une valeur pratique qui est donnée, qui donne un supplément non épistémique à la connaissance. C'est la raison pour laquelle, d'une certaine façon, la thèse que je propose là, la thèse que je propose, ne nous fait pas sortir du purisme intellectuel. Elle nous fait pas, mais je dirais qu'elle tend surtout à montrer pourquoi il faudrait être puriste, pourquoi il faudrait être très attentif à préserver une sorte de pureté cognitive, une pureté dans l'acte cognitif. Et éviter une détermination par des facteurs pratiques. Voilà, donc, ce qui est dit là, c'est que le purisme intellectuel ou le purisme épistémique est compatible avec une certaine version de l'épistémologie des vertus, dans laquelle les vertus sont des perfections des personnes par lesquelles leur nature se réalise au mieux et compatible avec une certaine forme de naturalisme assez différent de ce qu'on entend par naturalisme aujourd'hui et qui serait le naturalisme d'inspiration aristotélicienne. Voilà.